Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle émission d'Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue, en compagnie de Charles Daigneault, comme d'habitude. Bonsoir, Charles. Salut, André. Alors, ce soir, on a des sujets qui peuvent se rapprocher un petit peu, puisque moi, je vais parler de duel, puis toi, tu vas nous parler de quelqu'un qui a tiré sur un télescope. Un crime passionnel. Un crime passionnel où on tire sur un télescope. J'ai hâte d'entendre ça. Mais moi, je vais commencer avec le duel. Donc, le duel, de quoi on parle au juste? Le duel est un mot qui apparaît en 1556 sous la forme actuelle. On écrivait duel 2LE à l'époque. Et après ça, après 1673, c'est duel, comme on l'écrit aujourd'hui, DUEL. Ça vient du latin duellum. Dans l'Antiquité, ce mot-là, duellum, vous désignez une bataille, n'importe quelle bataille. À partir du 11e siècle, à peu près, dans le bas latin, comme on appelle ça, comme on appelle le latin qu'on écrivait au Moyen-Âge, ça devient le sens de combat singulier entre deux personnes, deux hommes à l'époque, obligatoirement. Et c'est une coutume qui vise à combattre par les armes, selon des règles précises, pour trancher un différend entre deux personnes, entre deux adversaires, soit qu'on demande la réparation d'une offense ou d'un tort. Ça commence par un défi en Europe. Provoqué en duel. C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait un défi qui est souvent signifié par ce qu'on appelait un cartel, qui était une lettre qui disait que je vous défie en duel. Ça pouvait aussi se faire de façon plus spontanée avec le gant. Et on vous gifle, et là, vous êtes obligé de vous battre avec ça. Là, sinon, vous êtes objet de ridicule. Vous êtes un pleutre, vous êtes un objet de ridicule. Et c'est fait selon des règles. Ça vise à réglementer et limiter la violence des conflits entre individus. C'est drôle à dire comme ça, mais c'est pour les empêcher de s'entretuer spontanément n'importe où. Alors, allez faire ça quelque part. Tu sais. Faut dire aussi que ça avait un bout de temps, au Moyen-Âge, fait partie une sorte de droit pénal contractuel, le duel judiciaire. On décidait qu'on se défiait en duel, ça se faisait en public, et c'était reconnu par la loi, et ça pouvait trancher, et ça fixait même il y avait des règles. On sauvait les frais d'avocat. C'est ça, oui. Et ça, on emploie, et oui, plus que tu penses, parce qu'éventuellement, les avocats vont trouver le moyen de s'en mêler. Donc, ça règle le nombre de coups, on règle le nombre de coups qu'on a le droit, quel type d'armes on utilise, etc. Il va y avoir aussi des duels de plaisance, c'est-à-dire pour la galerie, si on veut, où l'on va fixer le nombre de touches, puis on vise pas nécessairement à s'entretuer, ce qui pouvait être le cas dans les duels judiciaires. Ça a existé dans d'autres sociétés qu'en Europe, au Japon notamment, mais au Japon, ça a toujours été réservé aux militaires. Alors que en Europe, n'importe quel membre de l'aristocratie pouvait se défier en duel. C'était pas admis dans le peuple. Deux paysans qui se battent au couteau, ça, c'est pas admis. Mais des nobles peuvent se défier en duel et se battre à l'épée. Il va y avoir même une coutume de duel judiciaire qu'on appelait aussi le jugement de Dieu. Sous-entendu que si vous gagnez votre duel, c'est que Dieu vous donne raison. Alors, on va prendre Dieu à témoin, on va se défier après jurer sur la Bible, et après ça, on va avoir ce qu'on appelle l'ordalie, qui est un test de la culpabilité ou de l'innocence d'une seule personne sans combat. Puis le duel judiciaire, on dit aussi ordalie bilatérale. Ça, c'est une sorte de procès, mais la décision est tranchée par l'issue du combat entre deux adversaires. On est déjà rendu que ça passe devant un juge, là, pour obtenir et le résultat devait être indiscutable, donc il fallait qu'il y ait des règles préalables, connues, acceptées de tous. Il y avait aussi, c'est parce qu'il y avait des gens célèbres et connus là, qui pratiquaient ça, donc ça ne pouvait pas être comme un meurtre dans le journal. Là. Il y avait un rituel autour de ça. Autour de ça. Et il y avait même des lois qui prévoyaient qu'une femme pouvait dévier un homme en duel. Et là, on dirait aujourd'hui que c'était un match handicap. C'est-à-dire que l'homme, par exemple, est enterré jusqu'à la taille dans un trou, armé d'un bâton. La femme aussi avait un bâton, mais elle pouvait bouger autour. C'était censé rétablir l'équilibre entre les deux.
On n'était pas encore à l'époque où les trans veulent faire de la boxe contre des femmes, par exemple. Donc, les premiers textes qui réglementent, c'est au 6e siècle, c'est quand même loin, là, déjà après les grandes invasions, c'est une loi des Francs. Ensuite, Charlemagne reconnaîtra la preuve par combat, mais en recommandant à ses lieutenants de faire tous les efforts pour que les conflits se résoudent autrement. Et en 855, le concile de Valence va condamner le duel et déclarer que le survivant sera considéré comme un meurtrier. Mais pour le faire appliquer, ça c'est une autre affaire, les chevaliers, les nobles européens, ils tiennent beaucoup à ça, le duel. Eux autres, c'est pour eux une façon de rétablir leur honneur, de montrer qu'ils sont courageux. Mais les États, eux autres, vont de plus en plus condamner le duel. Et le dernier duel à être autorisé par un roi de France, c'est le 10 juillet 1547. Ça s'appelle, c'est connu sous le nom de coup de Jarnac, qui opposait un certain Jarnac et un sieur de la Châtaigneraie. Sous Louis XIII, on va interdire définitivement les duels. Donc, au début du 17e siècle. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de se battre. En fait, on va compter des centaines de morts par année par duel encore à cette époque-là. Ça va diminuer au 17e, vers la fin du 17e, puis au 18e, même qu'à un moment donné, ça va être la peine de mort pour les combattants en duel. Mais là encore, la peine de mort à un grand noble, on hésite tout le temps. Fait que finalement, ça va continuer à endurer. Mais on compte qu'en quelques décennies, les gentilshommes tués en duel se comptaient par milliers. Wow. Et entre 1588 et 1608, on a comptabilisé 10 000 gentilshommes français tués pour des questions d'honneur. Ceux qu'on sait. Ça, c'est ceux qu'on sait. C'est les Français. Parce que oui, c'est juste les Français. Puis ça existait ailleurs. Les Allemands, en particulier, vont développer une passion pour le duel. J'ai vu quelque chose qui s'appelle le Mansour. Ça dit-tu, c'est une pratique. Les étudiants des classes nobles, ils ont cette espèce de masque de cuir et puis ils font tourner une épée très, très tranchante. C'est pour ça qu'ils ont toutes des cicatrices. Hein, mais ces cicatrices-là aussi, c'est ce qu'on appelait en Allemagne la Schlag. C'était le but du duel, c'était plus de s'entretuer. Si on est rendu au 19e siècle, c'était de faire des cicatrices dans le visage. Exactement, qui était un rite de passage. C'est ça. Et on peut voir des photos d'officiers allemands à l'époque de la guerre de 14 qui ont des balafres absolument épouvantables. Même Deuxième Guerre mondiale aussi. Hein, oui. C'est devenu traditionnel de représenter l'officier allemand avec une cicatrice. Avec une cicatrice. Ben oui, parce que si tu allais dans ces collèges-là, tu allais l'avoir. Excuse. C'est ça. C'était très particulier chez les étudiants de la noblesse allemande. Donc, ça peut mener au duel très facilement une fois que tu as connu ça. Là, surtout que tu as l'habilité pour le faire. Signalons qu'un de mes professeurs d'histoire d'Allemagne à l'université m'avait dit 2 simples soldats faisaient la même chose, on les pendait tous les deux. Mais les étudiants, les nobles, les officiers, on disait « faut que jeunesse se passe ». Ouais. Il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Tout le temps. Donc, on compte sous le règne d'Henri II en France, 6 000 victimes, 8 000 sous Henri IV, 2 000 en 1606, 4 000 en 1607. Il s'est tué plus de nobles que durant les guerres à s'entretuer entre eux que durant les guerres de religion. Wow. Et les rois vont devenir de plus en plus sévères pour cette coutume-là parce que le pouvoir des rois repose quand même sur la noblesse. Il n'y a pas envie qu'ils s'entretuent jusqu'à ne plus exister. Donc, il va y avoir des édits d'interdiction qui vont se multiplier. Puis quand le cardinal de Richelieu va devenir premier ministre, il va faire paraître une nouvelle loi en 1626 prévoyant la suppression des charges et pensions pour les contrevenants saisis les armes à la main. Autrement dit, si vous voulez avoir une paye de l'État, faites pas de duel parce que c'est fini. Vous êtes sur la liste noire, comme on dirait aujourd'hui. Puis la peine capitale s'il y a des morts. Là, généralement, il y en avait un. Mais des fois 2 parce que les blessures pouvaient s'infecter aussi. Parce que là, aussi, on parle d'un duel à l'arme blanche. Oui, parce qu'éventuellement, le pistolet va se mettre à devenir de plus en plus fréquent pour les duels. Et
Entre 1685 et 1717, le nombre de 1716, le nombre de morts va chuter. Il y en avoir à peu près 400 sur 10 000 duels. Ouais. On va continuer à se battre, mais on va moins s'entretuer. Puis ça va être généralement au sein de l'armée. Il y avait peur à leur pension. Ils commençaient à avoir peur à leur pension. Mais certaines années, il va en avoir plus de 7000 duels. Mais c'est le nombre de morts qui diminue. On s'entretue moins. Il va y en avoir des célèbres aussi. Oui, il y a eu des gens célèbres qui sont battus en duel. À la Révolution française, l'Assemblée législative va faire une amnistie générale pour les duels qui ont déjà eu lieu, puis on va passer des lois contre le duel. Après, c'est pour essayer d'en finir. On est à combien de législation? Là, 3 à venir à date, non, 3, beaucoup 4, plus que ça, une bonne douzaine. Ça n'a pas beaucoup d'effet. Ça a un effet modéré. Modéré. Et à partir de la Révolution, là, il y a des maîtres d'armes qui existaient depuis longtemps, mais là, ils vont détourner la pratique à leur avantage en instaurant une compétition entre les officiers, généralement des gens assez fortunés, en suscitant entre eux des duels sans cause réelle. Il y a d'ailleurs un excellent film de Ridley Scott qui s'appelle Le Duelliste, qui se situe dans le cadre des guerres de Napoléon. Et après les guerres de Napoléon, beaucoup de soldats sont un peu désœuvrés, d'officiers en particulier. Et là, il va y avoir on va se provoquer en duel, et surtout en France, provoquer en duel les officiers des troupes d'occupation anglaises, allemandes et russes. Bon, le code pénal de 1810 en a pas parlé. Il va s'établir une jurisprudence. Et la Cour de cassation va de plus en plus interdire les duels, mais ils vont vraiment être entrés dans les mœurs, et ça va devenir une sorte d'institution propre, on dirait, aux gentilshommes. Ben, il y avait des bretteurs. C'est ça. Et on se défiait en duel pour toutes sortes de raisons. Voilà. On va voir des hommes politiques, fréquemment. Clémenceau, Déroulède, se battent en duel fréquemment. Entre 1826 et 1834, en France, il y a encore plus 200 morts par duel, dont des gens comme Évariste Galois, qui est un scientifique, mathématicien, un génie, et qui va se faire tuer en duel pour une... Il n'a pas été trop génial cette fois-là. Non, Alexandre Pouchkine, le grand poète russe, va mourir en duel. Aux États-Unis, on va voir même un vice-président se faire tuer. Oui. Et on va... et dans les universités autrichiennes et allemandes, on en a parlé tantôt, donc on va voir des... Le vice-président, il s'est fait descendre au pistolet, lui. Au pistolet, lui. Et là, on va voir apparaître des duels. Au Canada, il y en a eu relativement peu, on peut dire, par rapport à l'Europe. C'est-à-dire qu'au début, les Anglais, quand ils sont arrivés, trouvaient que les Français au Canada utilisaient pas le duel souvent. Mais il y en a quand même eu au cours du 19e siècle, par exemple. Ludger Duvernay, patriote fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, va participer à 3 duels dans sa vie. Et il va recevoir une balle dans la cuisse durant un de ceux-là. C'est des duels au pistolet, donc. John A. Macdonald va être convoqué en duel le 15 février 1849 par William Blake, chef du Parti libéral. Et mais il va trouver le moyen de s'en sauver. On a eu un petit duel comme ça, désolé de t'interrompre, mais il y a quelques années, entre Justin Trudeau et un sénateur conservateur aussi. Oui, et un pseudo-duel. Oui, un match de boxe. Un match de boxe. Ça, en Angleterre, en particulier dans la tradition britannique, ça a tendu à remplacer les duels, de s'affronter en match de boxe. Pour terminer ce sujet-là, un cas particulier, l'Uruguay. Le seul pays au monde à légaliser le duel en 1920 et jusqu'en 1992. Pourquoi? Parce que le président de l'Uruguay a été défié en duel. Son parti était jusque-là opposé au duel, mais parce que c'était très pratiqué en Uruguay, apparemment. Et c'est, comment dirais-je, c'est pour empêcher que le président soit poursuivi que le parti s'est viré de bord et a décidé de légaliser le duel, mais il fallait avoir recours à un tribunal avant.
un tribunal d'honneur. Et les duels se sont faits progressivement plus rares. Le dernier a eu lieu dans les années 70 et en 1992, on l'a aboli. Il faut savoir que ce qui est particulier, c'est que l'Uruguay a été, jusqu'aux années 50, 60 même, reconnu comme un pays démocratique en Amérique du Sud. Et ça, généralement, ailleurs dans le monde, c'est quand dans les pays démocratiques, c'est là que le duel recule. L'Uruguay, ça a été le contraire à cause de cet événement-là pour empêcher le président d'être poursuivi. Mais après, il y a eu la dictature qui s'est installée en Uruguay dans les années 60 et qui est tombée en 1992. Et là, pendant cette période-là, il n'y a plus été question d'abolir le duel. Ouais. C'est avec le retour de la démocratie que le duel a été aboli. Mais l'Uruguay est un cas très particulier là-dessus. Et j'ai déjà pris beaucoup de temps. Moi, je parlerai pas de duel à ce moment-là, mais je vais quand même parler d'un genre de banditisme, d'assassinat. Mais pourquoi quelqu'un tirerait sur un instrument astronomique? C'est vraiment un crime passionnel. Alors, le télescope Harland G. Smith, c'est un télescope de 2,7 mètres. Pour dire, là, on parle d'un miroir. Ce miroir, c'est une pièce massive de verre spécial au silicium qui est fabriqué selon une technique qui va exiger 1700 degrés Fahrenheit, très, très précis, scientifique. Il est situé au Texas, aux États-Unis, puis c'est un des nombreux télescopes qui ont été développés durant les années 60, 70, 1960-70, alors qu'on faisait de la recherche spatiale, puis même on allait à l'UNIR. Donc, il fallait qu'on observe les prochaines planètes sur lesquelles on allait tourner nos regards, ni plus ni moins. Et puis, c'est parmi les premiers télescopes à avoir découvert des exoplanètes. Donc, on parle d'un télescope très, très, très important scientifiquement parlant. Et puis, la planification de la construction, ça a commencé en 1964, ça a été terminé en 1968. C'est situé sur le mont Locke, construit, ça c'est au Texas, dans l'État du Texas. Et puis, ça a coûté environ, construction, 5 millions de dollars. À l'époque, c'était quand même un gros montant, donc on a intérêt à protéger ça. C'est devenu une des principales destinations astronomiques de l'époque. Ça, c'est en raison de sa situation. C'est très, très, très éloigné des sources lumineuses et puis c'est en altitude aussi. Donc, quand on regarde ces observatoires-là, on peut comparer ça un petit peu à un phare à l'ancienne. Le gardien de phare était une personne qui allait vivre seule, qui allait avoir à faire face à des conditions souvent de l'ennui, entre autres, dans le cas d'un télescope. C'est ça, parce que là, on a quelqu'un qui est chargé de garder le télescope. C'est un technicien, on y arrive, là. Et qui est vraiment presque dans le désert. Ouais. En fait, le 5 février 1970, c'est là que l'incident va se produire. Un dénommé Jack Hyde, c'est un nouvel employé. Il est apparemment très mécontent là, de son nouveau travail, mais ça fait pas longtemps, ça fait 2 mois qu'il est à l'emploi. C'est pas son premier rodéo, lui. Il a déjà travaillé pour l'observatoire du Smithsonian Institute au Massachusetts. Il a de l'expérience, il est reconnu comme un technicien d'optique de haut niveau. Mais lui, c'est surtout, il s'occupe des caméras, il va s'occuper de l'ajustement de l'appareil, mais il n'a pas affaire aux optiques. C'est drôle à dire, hein, mais il n'a jamais été dans le miroir. Il n'a jamais vu ça. Il connaît le bas du télescope, mais il connaît pas le haut. Ce télescope-là, quand on regarde, finalement, c'est un cylindre avec, à l'extrémité supérieure, tu as un miroir, puis là, tu as de l'instrumentation. Et puis, ce miroir-là, de par sa dimension, va concentrer énormément de lumière. Et puis, d'ailleurs, il a participé à beaucoup de découvertes puis de recherches scientifiques encore aujourd'hui. Puis, c'est là que ça devient intéressant. Alors, comme je disais, il a été employé au Pacific Smithsonian Institute du Massachusetts. Et puis là, il va se trouver cet nouvel emploi-là au Mont Locke pendant que sa femme et sa fille, eux autres, s'en vont au Nebraska. Alors là, il y en a un qui est au Texas, le monsieur en question, qui s'en va s'esseler dans un environnement où la plus proche municipalité est à 27 kilomètres de là. Et puis, il va commencer un travail qui se trouve extrêmement exigeant. Pourquoi maintenant qu'il est séparé de sa femme puis de sa fille? On le sait pas.
mais c'est certainement un facteur là, qui va être... aujourd'hui, on le reconnaîtrait. Oui. Le burn-out, la pression d'un travail comme ça. Mais à l'époque, là, on est quand même dans les années 1970. C'est pas trop reconnu. On va voir d'ailleurs un petit peu plus loin. Là. Ça va vraiment avoir un effet négatif. Et puis, de plus, les quarts de travail sont interminables. Les utilisateurs des télescopes, les opérateurs travaillent jusqu'à 48 heures et même 72 heures. Parce que le mauvais temps, par exemple, l'ennuagement, les différences de température, les contaminants atmosphériques, les grands vents vont interrompre les opérations du télescope. Donc, il y a beaucoup de temps d'attente et puis de longues heures à passer. Je sais pas si 48 heures travailler sans dormir, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire. Là. Même tu vas avoir mal au cœur, tu vas être malade, puis tout ça. Alors, il est possible que ça éclaire un tant soit peu émotif qui l'ont poussé à tenter de tuer ce qu'il aime le plus au monde. Parce que l'astronomie, c'est avant tout une passion. Pour accepter des conditions de travail comme ça, il faut que tu sois motivé d'une façon énorme en arrière. Les scientifiques, habituellement, vont avoir cette motivation-là, mais dans le cas de notre ami, c'est un technicien. C'est Jack, il a pas de l'air d'être trop... Alors, il va décider de s'en prendre au télescope lui-même. Comment il va faire ça? Il va prendre un marteau de 3 livres et aussi le pistolet des bandits, le 9 mm, chargé de 7 balles. C'est un arme de poing qui est quand même assez puissante, très puissante, je dirais, comparativement à ce qu'on retrouve là, par exemple, les plus petits calibres comme le 22 et les plus gros calibres comme 45 et 50. Le 9 mm, ça a une très bonne vélocité, ça se retrouve au milieu. C'est peut-être une arme qui pourrait faire le travail. Alors, il est à minuit. La majorité du personnel sont couchés, mais il y en a une couple qui sont en devoir. Il y a un superviseur et un autre opérateur qui sont là. Alors, il rentre et puis il va tirer sur le superviseur. Mais la balle va traverser les vêtements du bonhomme sans lui toucher, puis elle va planter dans le mur. Puis là, il va évidemment se sauver de là pour aller chercher de l'aide. Et puis, là, il va obliger l'autre opérateur à mettre le télescope en mode entretien pour pouvoir monter à l'intérieur et aller voir son ennemi, le miroir. Alors, il va se retrouver devant un miroir, il va prendre son marteau, puis là, il va asséner le plus gros coup de toutes ses forces, de sa vengeance. Qu'est-ce qui va se produire? Le marteau va y rebondir dans le front. Parce que là, on parle d'une dizaine d'épaisseurs de verre. Non seulement ça, mais c'est fusionné ensemble, c'est le verre blindé par excellence. Suite à l'échec, après plusieurs coups, de s'apercevoir que simplement égratigné, ni plus ni moins à la surface, il va prendre son arme, puis là, il va mettre 7 balles de 9 mm dans le télescope. Et non, les balles vont tout simplement faire des petits cratères de 3 cm sur la surface du télescope. Lui, il pensait que ça allait éclater. Que ça allait éclater, c'est évidemment ça. Alors, là, le personnel arrive, ils vont réussir à immobiliser le bonhomme, le désarmer, et puis on appelle la police à 27 km, s'il se présente là, et puis c'est là que ça commence. Jack Hyde a été maîtrisé par le reste d'équipe d'astronomes, puis lorsque le shérif est arrivé, il a été arrêté, puis il a été interné dans un établissement psychiatrique, là. Mais dans le rapport qui a suivi l'incident, le shérif connaissait rien dans les télescopes, a dit que le télescope est complètement détruit parce qu'au centre, il y a un énorme trou, alors que c'est la conception du télescope qui est comme ça. Le miroir est circulaire, mais l'ouverture centrale sert à l'instrumentation. Alors, lui, il a vu les petits trous de balles, mais le gros trou au milieu, il dit, ça y est, là, on a des millions de dollars là, qui viennent d'être détruits. Et puis, cependant, tous ces télescopes-là, il y a un trou au milieu. Il a fallu que le docteur Harlan, qui n'est plus ni moins l'instigateur de ce télescope-là, a fait un démenti qui a rétabli les faits. Il s'agit probablement du seul télescope au monde à avoir été victime d'une agression à l'arme de poing. Puis il faut espérer que ça va rester ainsi, dit-il. Heureusement, personne n'a été blessé lors de cet incident tragique. Ça aurait pu être pire. Personne n'a été blessé. C'était vraiment... Là, et puis d'ailleurs aussi, suite à l'événement, le directeur de l'observatoire, quand il apprend le burn-out, les problèmes, aucune plainte va être portée contre le gars. Non seulement ça, mais il va lui ouvrir aussi l'accès à de l'aide psychologique. Et puis, en fait, après quelques années, il va le remettre sur pied. Donc, il n'en voulait pas. Le directeur, malgré que c'est un projet énorme, il n'en voulait pas. Mais il faut dire
que le soir même, le télescope fonctionnait et faisait des observations. Alors là, donc, il n'y a pas eu de conséquences. Il n'y a pas eu trop de conséquences. Alors, les dégâts qui ont été causés par les balles, les quelques coups de marteau, ils ont été minimes. Des cratères d'environ 3 à 5 cm de rayon qui réduisent l'efficacité de collecte de la lumière d'environ 1%. Ce qui introduit une très faible quantité de diffraction, mais c'est minime. Les observations astronomiques de tous les types ne furent pas affectées du tout par ça. Le télescope a repris son programme d'observation la nuit suivante, produisant des meilleures images photographiques des champs de quasars avec cette balle insérée dedans. C'est ça qui est fascinant. Puis ce qui arrive dans cette histoire-là, c'est de voir comment souvent les gens vont vouloir détruire ce qu'ils aiment. Lui, c'est sa passion qui a été le sujet. Soit dit en passant, une fois qu'il a été guéri, il n'a jamais retourné travailler là. Même s'il aurait pu avoir son emploi, il n'est jamais retourné travailler là. Et puis, le télescope est encore en opération aujourd'hui, puis il a aidé à découvrir les premières exoplanètes, entre autres. Alors ça, c'est intéressant. Puis, ce qui est intéressant, c'est que là, une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que ce miroir-là, il n'a pas été fait pour être blindé aux balles. Il a été fait comme il a été fait pour les besoins de l'astronomie. C'est comme un effet collatéral que, oui, quand il est fait comme ça, il est blindé. Les techniciens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement machiné un peu les trous pour les égaliser. Ils ont remis un peu de substance à l'intérieur là, pour rendre ça opaque et ont refait complètement la partie réfléchissante du miroir. Et puis, il fonctionne parce que les impacts sont en dehors de la zone critique utilisée sur le télescope à quelques millimètres près. Donc, le fait qu'il connaissait certainement les télescopes et la technologie, mais il connaissait pas l'optique. Donc, il n'a pas pu réaliser que le miroir sur... Sinon, il aurait peut-être pu faire plus de dégâts. Probablement, il aurait sans doute trouvé une façon de cracher le télescope, ni plus ni moins. Là. Mais c'est comme finalement, ça. Tout est bien qui finit bien. Et puis, c'est la seule fois qu'on a attaqué un télescope de plusieurs millions de dollars à l'arme de poing. Alors, et c'est là-dessus qu'on va finir, parce qu'on est rendu à la fin de l'émission. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat qui vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre histoire à dormir debout.